Bonjour et bienvenue sur les Sentiers de la Liberté, le podcast des mots qui éclairent les mots. J'ai créé ce podcast dans l'idée de vous partager toutes les informations qui me semblent utiles et justes afin d'éveiller et nourrir les consciences de celles et ceux qui souhaiteraient retrouver leur liberté. Alors, prêt à faire un petit bout de chemin sur les sentiers ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et pour ce premier épisode des Sentiers de la Liberté, j'ai décidé de m'attaquer directement à du lourd, puisqu'on va parler de la cause numéro 1 des consultations que j'ai à mon cabinet, à savoir les troubles du sommeil chez l'enfant. Et oui, parce que depuis toutes ces années que je pratique, je crois qu'il ne se passe pas une seule journée sans que je ne me retrouve pas face à une maman, un papa, un couple avec des problèmes de sommeil chez l'enfant. Et j'ai donc décidé de vous partager quelques notions, quelques clés pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener un enfant à un moment donné, soit arrêter de dormir, soit ne pas dormir du tout depuis la naissance. Et pour mener cette mission à bien, je vais m'appuyer sur différentes notions, des notions que j'ai pu acquérir au cours de mon expérience de micro-kiné, mais aussi en lecture biologique. Et j'utiliserai aussi quelques notions de la méthode « Raconte-moi mon histoire » de Audrey May. Le but, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'introduction, n'est pas de faire un cours magistral, parce que il faudrait, vous doutez bien, des jours et des jours et des jours pour aller dans le détail des différents aspects de chaque méthode, et aussi, vous doutez bien, pour une question de droit d'auteur, on ne peut pas non plus dévoiler toutes les clés de chaque méthode. Donc on va essayer déjà de passer en revue les points principaux et vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut évoquer. Alors sans plus attendre, on va commencer. Et lorsque en général un parent vient me consulter pour un trouble du sommeil chez l'enfant, on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans l'histoire. Et l'histoire de la famille, ça commence déjà par le transgénérationnel, par les choses qui ont pu se passer déjà avec les parents, avec les grands-parents, voire les arrière-grands-parents, et parfois même, je vous le dis, ça remonte encore plus loin. Parfois, on retrouve même chez les ancêtres des chocs émotionnels qui peuvent traverser l'arbre et se retrouver donc chez les enfants. Alors, je vous rassure tout de suite, pour que des chocs émotionnels puissent se transmettre sur plusieurs générations, il faut quand même que ce soit des chocs émotionnels assez violents. La plupart du temps, quand ce sont des choses qui sont gérables, ça ne se transmet pas sur 4, voire 5, 6, 7 générations. Ça reste quand même l'exception. Et je crois que c'est le moment rêvé d'illustrer mon propos par un exemple issu de la pop culture. Et oui les amis, comment faire l'impasse sur ce qui s'est passé dans l'épisode 2 de Star Wars, lorsque Dark Vador coupe la main de son fils. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez que c'est pas n'importe quelle main. C'est la main droite, et oui, la même main que Anakin avait perdue dans son combat contre Obi-Wan, comme si l'histoire se répétait. Puis arrive le moment de la révélation, où enfin on peut lever le voile sur les zones d'ombre. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Et là, c'est la révélation. Tout prend un sens. Tout s'éclaire d'un coup. Alors vous pensez vraiment que Star Wars est encore qu'une bataille de vaisseaux spatiaux ? Vous vous trompez. C'est avant tout une immense séance de psychogénéalogie galactique. Quand Luke refuse de tuer son père à la fin du Retour du Jedi, il fait exactement ce que préconise Anne-Ancelin Schutzenberger dans son livre Aïe mes aïeux. Il décide de briser le cercle de la violence. Il dit non à la répétition du destin. Il traite le trauma de son père pour ne pas le transmettre à la génération suivante. Alors vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque je reçois un enfant à mon cabinet pour des troubles du sommeil,
je prends toujours un temps pour essayer de comprendre si certaines mémoires transgénérationnelles n'auraient pas un impact. Parce que oui, une date anniversaire, un acte manqué, une blessure identique, tout ça, ça peut révéler des mémoires transgénérationnelles. Et il est important de prendre ce temps d'éclairer toutes les zones d'ombre qui auraient pu avoir un impact sur l'enfant. Allez, on passe à la prochaine partie. Après ce temps à explorer le transgénérationnel, c'est le moment de demander s'il n'y a pas d'autres enfants dans la fratrie, des enfants qui peuvent venir d'autres unions, et surtout, quelque chose de très très important que je retrouve énormément en séance, s'il n'y a pas eu par le passé des pertes d'enfants, à savoir des fausses couches, des interruptions volontaires de grossesse, des interruptions médicales de grossesse ou des grossesses extra-utérines. Du côté de la maman, mais aussi du côté du papa. Parce que le papa, il peut avoir vécu ces choses avec une autre femme. Donc il faut toujours prendre le temps de poser ces questions et prendre le temps que les parents puissent déposer leurs émotions. Parce que, vous savez, lorsque je reçois des parents, je crois que je passe le plus clair de la séance à essayer de les déculpabiliser. Parce que oui, quand un enfant a des troubles du sommeil et qu'on met en avant, qu'on éclaire ce genre de trauma, très 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 souvent les parents vont malheureusement avoir tendance à se culpabiliser. Et c'est là où vraiment je prends un temps pour accueillir les émotions et déjà expliquer la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Ça fera l'objet d'un prochain podcast, je pense, mais très rapidement on peut essayer d'expliquer ces deux notions. Être coupable, ça veut dire vouloir faire du mal. Aucun parent, lorsqu'il vit ces traumatismes, ne veut faire du mal. Par contre, nous sommes tous responsables. Responsables de notre passé et responsables de la façon dont on se replace. Donc déjà prendre ce temps pour déculpabiliser les parents et leur dire que ce n'est pas de leur faute, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. Après, on va poser les questions de savoir si, par exemple, avant la conception, est-ce que l'enfant était désiré ? Si oui, par qui ? Et si ça n'a pas été le cas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été désiré ? Est-ce que la conception, par exemple, elle a été naturelle ou est-ce qu'il a fallu faire appel à des aides médicales ? Est-ce que ça a été rapide ? Est-ce que ça a été long ? Et aussi, est-ce qu'il y avait déjà, avant ce projet d'enfant, une envie déjà d'avoir plutôt un garçon ou plutôt une fille ? Et dans ces cas-là, pourquoi est-ce que un des parents, voire les parents, veulent plutôt un garçon ou plutôt une fille ? Car oui, toutes ces choses-là, on ne s'en rend pas forcément compte, peuvent avoir un impact sur votre enfant. Si vous vouliez par exemple une fille, admettons, et que vous apprenez que c'est un garçon, il va toujours y avoir un petit moment après l'échographie, un moment de flottement, où l'enfant peut se sentir pas vraiment accueilli. Et oui, ça peut développer derrière des troubles du sommeil, le besoin d'être dans les bras, le contact. Donc, toujours penser à ces choses-là, déjà même, oui, je sais bien que ça paraît toujours bizarre, avant même la conception. Et j'insiste encore une fois, mais vraiment, vraiment, prendre ce temps pour rassurer les parents. Parce qu'il faut leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Beaucoup de parents rencontrent des problèmes du sommeil. Ils ont le droit d'être fatigués. Le manque de sommeil, vraiment, au bout d'un moment, ça rend le quotidien difficile. Et il ne faut surtout, surtout ne pas juger ça. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette partie avant la conception. Et il est temps maintenant de passer au premier trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans ce premier trimestre ? Pas mal de choses en fin de compte. C'est le moment en fait où la femme elle apprend qu'elle est enceinte. Et à ce moment-là, déjà, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait déjà de l'annoncer dans sa famille, qu'on est enceinte ? Parce que parfois, vous savez, ça peut paraître bizarre, mais il y a des familles où c'est pas très bien accueilli.
parce que par tradition, culture, la femme n'est pas encore mariée, ou parce que c'était pas forcément le bon moment, ou la femme est trop jeune, elle est encore en études. Vous savez, il y a beaucoup de cas de figure où cet événement, qui est censé être un événement de bonheur et de joie, peut se transformer en véritable casse-tête pour la famille. Donc, vous, ça vous a fait quoi d'apprendre que vous étiez enceinte? On peut aussi parler du travail dans ces cas-là. Parfois, il peut y avoir des difficultés à l'annoncer à son employeur, surtout quand on a des postes de responsabilité. Donc vous voyez que quelque chose qui pourrait paraître comme étant quelque chose de très joyeux peut très vite se retrouver être un poids et un fardeau. Aussi, on peut évoquer la présence parfois de petites taches de sang au début de grossesse. Alors ce ne sont pas forcément des saignements, ce sont vraiment des petites taches de sang qu'on appelle du spotting. Et ça peut signifier parfois la présence d'un jumeau perdu. Alors vous savez, il y a beaucoup plus de grossesses gémellaires qu'on ne le pense. Alors bien entendu, toutes les grossesses ne terminent pas gémellaires, sinon on aurait beaucoup plus de jumeaux sur Terre. Simplement, dans les premières semaines, il arrive souvent que l'enfant ne soit pas seul. Et à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Soit cet enfant, en fait, il va être évacué naturellement, et ça peut se manifester par des petites taches de sang, ou parfois, l'enfant va venir fusionner avec le placenta, et ça peut donner une forme de corps flottant, et créer chez l'enfant, par la suite, ce qu'on appelle un syndrome du papillon. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir peur des insectes, notamment des insectes volants. Donc là aussi, est-ce que vous avez eu des petites taches en début de grossesse? Ça peut être une piste. Et si forcément vous vous doutez bien, si l'enfant a perdu son frère ou sa sœur dans le ventre, eh ben, il y a toutes les chances qu'il y ait des problèmes de sommeil par la suite. Parce que oui, j'ai peut-être oublié de vous le préciser, pour nous en microkiné, très très souvent, pour ne pas dire tout le temps, mais je pense pouvoir dire même tout le temps, les problèmes de sommeil chez le nourrisson sont quasiment à 100% dus à des problèmes de peur de mourir. Donc les différents exemples qu'on verra sont, vous verrez, très très souvent liés à cette peur de mourir, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Après, ce que l'on retrouve aussi très fréquemment, c'est les mamans qui ont peur de faire une fausse couche. Parce que vous vous doutez bien que lorsqu'il y a déjà eu une, deux ou plusieurs fausses couches avant, forcément, lorsque la mère retombe enceinte, il va y avoir ce qu'on appelle le rail du conflit. Parce que lorsque l'on vit un surstress, un trauma, le cerveau va en fait capturer la scène avec ses 5 sens, avec la vue, avec l'odorat, avec le goût, avec l'ouïe, avec le toucher, avec la position du corps dans l'espace et le temps. Mais ce sera le thème d'un prochain podcast. Et du coup vont s'installer suite à ça ce qu'on appelle les rails du conflit. C'est-à-dire que si un même événement est revécu, le cerveau a tendance à réouvrir tout le dossier, avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, ne serait-ce qu'une peur de faire une fausse couche peut ramener la maman à tout ce qu'elle a vécu, et donc des peurs. Et qui dit peur, vous le savez maintenant, peur de mourir égale problème de sommeil. On peut aussi retrouver d'autres choses, notamment si lors de ce premier trimestre, il y a des signes médicaux qui sont inquiétants. À un moment donné, la maman peut se demander si une IVG doit s'imposer. C'est une décision lourde et ça entraîne, encore une fois, beaucoup de culpabilité chez les parents. Il faut prendre le temps d'écouter, d'accueillir et surtout de déculpabiliser par rapport à ça. Parce que, encore une fois, on n'est pas coupable dans ces cas-là. On est responsable, mais aucunement coupable. Donc là aussi, est-ce que l'enfant, il y a une suspicion par exemple de trisomie, de déformation, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Une autre chose qu'on peut retrouver aussi dans ce premier trimestre, c'est le fait de ne... Souvent j'entends ça, des mamans qui ne veulent pas s'enflammer trop vite. Parce qu'il y a déjà eu des problèmes dans d'autres grossesses. Et donc, du coup, on peut avoir des mamans qui ne parlent pas forcément à leur enfant, qui ne se touchent pas le ventre, qui refusent, entre guillemets, d'y croire, parce que c'est trop tôt. Là aussi, ça peut être une cause de problème et une cause de troubles du sommeil chez le nourrisson. Voilà, je crois que
on a fait le tour des choses qui peuvent se passer. On pourrait peut-être encore rajouter tous les autres chocs émotionnels vécus soit par le père, par la famille, voire par la mère, qui ne sont pas forcément en lien avec la grossesse en elle-même. Là aussi, ça peut avoir un impact. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier trimestre, et je crois qu'il est temps de passer maintenant au deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce deuxième trimestre? Eh ben, en général, le deuxième trimestre, il va s'ouvrir avec une échographie, qui est l'échographie des 3 mois. Et là aussi, il peut y avoir certaines peurs qu'on peut identifier. Euh, Ça peut être par exemple la peur de se retrouver seul. Ça a été souvent le cas par exemple pendant la Covid. J'ai souvent eu ça. Donc des mamans qui étaient seules. La famille pouvait pas être présente. Et là pareil, peur d'être seule. On peut aussi, on retrouve très souvent des peurs en fait que l'enfant il ait des malformations. Qu'il ait une trisomie, qu'il ait des doigts en plus, des doigts en moins. On peut avoir des peurs si on attendait par exemple une fille et qu'on a un garçon, même si à 3 mois c'est encore un peu tôt. Souvent c'est tôt pour identifier le sexe, mais il y a des cas où on peut déjà avoir une idée. Est-ce qu'il y a des anomalies donc? Et est-ce que s'il y a un problème, est-ce qu'il faut garder ou pas l'enfant? Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur cette fameuse écho du 3e mois. Petite parenthèse là aussi, si vous avez peur que votre enfant ait des problèmes, vous pouvez aussi inconsciemment avoir besoin qu'il bouge dans votre ventre, avoir besoin qu'il se manifeste. Et votre enfant peut garder cette empreinte-là. Et lorsqu'il est au monde, lorsqu'il commence à faire ses premières nuits, il peut garder cette mémoire et encore une fois se manifester, bouger, pleurer, pour vous prouver à vous qu'il va bien. Parce que je pense qu'il est nécessaire de faire un point là-dessus, une clé de compréhension sur les troubles du sommeil. Très souvent, ce que j'explique, c'est que l'enfant et le parent, très souvent la mère, alors je sais bien, je dis très souvent la mère, pas forcément le père, bien entendu que le père est important, mais il faut quand même savoir que c'est la mère qui, quelque part, fabrique son enfant. Et il y a une étude assez récente qui a montré qu'on retrouve des cellules de l'enfant encore, je crois, jusqu'à 15-20 ans après l'accouchement. Donc, pour vous mettre en évidence à quel point est-ce que le lien mère-enfant est important. Et ce lien mère-enfant, on pourrait le comparer à du Wi-Fi, en fait. C'est-à-dire que tout ce que ressent la mère, l'enfant va le ressentir, et tout ce que l'enfant ressent, la mère va le ressentir. Donc si l'enfant, ou du moins la mère, a besoin d'entendre son enfant vivant, son enfant bouger, on a de fortes chances que l'enfant fasse des mauvaises nuits, et en fait va bouger pour rassurer sa mère et lui dire que maman, tout va bien. Ce qu'on peut aussi dire concernant ce deuxième trimestre, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes de santé, comme par exemple d'hypertension, du diabète gestationnel, est-ce qu'il y a eu besoin de faire des examens? Ça peut être même des examens parfois invasifs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le deuxième trimestre. Maintenant, en ce qui concerne le troisième trimestre, il va y avoir certaines particularités. À partir de ce moment-là, l'enfant il commence à prendre du poids. Et là, peuvent se poser d'autres problèmes. Notamment la position de l'enfant. Si on peut retrouver un enfant qui ne se présente pas correctement et qui peut être ce qu'on appelle en siège. Là aussi, ça peut créer des peurs et inconsciemment des peurs de mourir. Parce que ne l'oublions pas, il y a encore quelques siècles, un enfant qui se présentait en siège, ça signifiait souvent la mort de la maman et la mort de l'enfant. Maintenant, heureusement, on a une médecine très efficace. Ce n'est plus le cas. Mais n'oublions pas qu'on a quand même tous ces millénaires derrière nous, avec ces conditionnements, avec ces peurs, et que, quelque part, même si la médecine fait des choses absolument fabuleuses aujourd'hui, il y a toujours une part de transgénérationnel, de peur inconsciente. Et donc, essayer de rechercher ces différentes choses
Ça peut être intéressant dans les problèmes de sommeil. Encore une fois, là aussi, il faut essayer de chercher s'il n'y a pas eu d'autres événements, des choses qui sont extérieures à la grossesse, qui peuvent se passer dans la famille, dans cette période du 3e trimestre. Je crois qu'il est temps maintenant de passer au point clé, le point que l'on retrouve le plus souvent lors des séances, qui peut poser le plus de problèmes. J'ai nommé l'accouchement. Ah, l'accouchement. Je crois que je pourrais en parler pendant, là aussi, des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années, qui sait. Tellement il peut y avoir de nœuds, de problèmes, d'angoisse pendant cet accouchement. Donc je vais essayer de faire un peu le tour de ce que je peux retrouver, sachant que ce sera forcément pas exhaustif. Est-ce que, par exemple, l'enfant est venu par voie basse? Est-ce qu'il y a eu besoin de faire un geste chirurgical, une césarienne? Est-ce que les contractions sont arrivées vite? Est-ce qu'il y a eu des contractions pendant des heures? Est-ce qu'il y a eu besoin d'utiliser une ventouse, par exemple? Est-ce que l'accouchement a été long? Il a été court? Est-ce que l'enfant a eu le cordon autour du cou? Qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir comme complication? Une baisse de la fréquence cardiaque, par exemple? Quel a été le ressenti de la maman? Et en fait, il peut y avoir tellement de choses qui peuvent stresser à ce moment-là et qui peuvent faire penser à la mort, encore une fois. Souvent, j'ai ce problème de rythme cardiaque, du monitoring, du battement de l'enfant qui diminue tout doucement et la maman qui a peur que l'enfant meure. Et là, très souvent, on a des racines, en fait, des problèmes de sommeil chez le nourrisson. Et ça m'arrive très régulièrement d'avoir une, voire 2 dates ou 2 événements autour de cet accouchement. Donc vraiment, posez-vous la question de ce qui s'est passé, du déroulé de votre accouchement, et si à ce moment-là, il n'y a pas eu quelque chose qui aurait pu vous faire penser à la mort, parce que soyons honnêtes, ça reste quand même une des étapes les plus délicates de la grossesse. Voilà ce qu'on pouvait dire brièvement pour cet accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Il nous reste une dernière partie à aborder. C'est toute la période après accouchement, que ce soit à l'hôpital ou le retour à domicile. Et là encore, si on prend dans l'ordre chronologique, vous venez d'accoucher. Est-ce qu'on vous a mis votre enfant sur vous? Est-ce qu'on a dû le transférer dans une pièce à côté, voire peut-être même en néonate? Et là encore une fois, perte de contact. Votre enfant enregistre ça, vous enregistrez ça. Et dans les premières semaines, les premiers mois, il peut y avoir des problèmes de sommeil avec un enfant qui a besoin des bras, qui a besoin du contact, qui a besoin de vous toucher. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà choisi le prénom? Quel prénom? Pourquoi ce prénom? Est-ce qu'il y a eu un hommage à quelqu'un de la famille? Quelqu'un, pourquoi pas, de décédé, à qui on souhaiterait rendre hommage? Là, encore une fois, on peut retrouver des problèmes de sommeil. Et oui, je sais, ça peut aller très loin. Et est-ce que vous avez souhaité, par exemple, allaiter? Est-ce que vous avez eu la possibilité de le faire? Est-ce qu'on vous en a empêché? Parce que là aussi, avec tout le respect que j'ai pour le magnifique travail que fait tout le personnel soignant, il peut arriver parfois que certaines femmes se sentent pas forcément accueillies par rapport à leurs désirs ou leurs envies à l'hôpital. Donc prendre le temps aussi de comprendre quel a été le projet, quel a été l'accouchement rêvé, est-ce que cet accouchement a eu lieu ou pas? Là aussi, on peut retrouver certaines choses qui sont en lien avec les problèmes de sommeil. Le retour à domicile, comment est-ce que ça s'est passé? Dans quelle pièce a dormi l'enfant? Est-ce qu'il était en cododo? Est-ce qu'il était déjà dans sa pièce? Est-ce qu'il y a eu une peur que l'enfant meure? On entend beaucoup de choses avec la mort subite du nourrisson, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des problèmes digestifs, comme par exemple des coliques? Ça peut être aussi des problèmes digestifs un peu plus hauts, comme les reflux gastro-œsophagiens. Et globalement aussi l'accueil de l'enfant dans la famille. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? C'est une phase quand même où il y a beaucoup de bouleversements dans le corps de la femme. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour
des différentes possibilités. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif parce qu'il faudrait des jours pour faire le tour de chaque point. C'est pas l'objet de ce podcast, mais je pense que j'ai pu vous donner peut-être certaines clés pour comprendre ce qui peut bloquer chez un enfant et ce qui peut lui donner des troubles du sommeil. Quoi qu'il en soit, je me permets encore une fois de rappeler que c'est une période compliquée pour les parents, ces troubles du sommeil, qu'il ne faut pas juger et qu'il faut toujours prendre le temps d'accueillir le vécu, parce que c'est jamais simple et on a toujours, les parents ont toujours tendance à se culpabiliser dans ces moments-là. Simplement prendre le temps d'ouvrir, de pouvoir déposer, c'est déjà une partie du chemin qui est fait. Après, on pose les dates. En microkiné, nous avons tout un tas d'outils qui nous permettent, comme dans d'autres disciplines en kinésiologie, on peut le faire aussi, nous permettent de dater les événements et, comme toujours, d'essayer d'aller trouver non pas l'événement lui-même, mais le ressenti par rapport à l'événement. Car comme je l'ai expliqué sur mon Instagram, il y a une différence majeure entre un ressenti et un vécu. Comme je le dis souvent, les vécus sont neutres. Un événement est un événement. Par contre, quel ressenti on va mettre sur cet événement, c'est là où tout va se jouer. On peut avoir un enfant qui, par exemple, a une fréquence cardiaque qui baisse, et on peut avoir différents regards par rapport à ça. On peut avoir peur qu'il meure, et à ce moment-là, la porte est ouverte pour les troubles du sommeil. On peut simplement se dire, oui, c'est peut-être normal, l'équipe médicale est là, ils savent gérer ce genre de situation, tout va bien. Donc le ressenti est toujours très important. Et je terminerai ce podcast par la chose qui pour moi est la plus importante, c'est de toujours verbaliser, de toujours dire à son enfant ce qui s'est passé. Même si l'enfant est petit, même s'il ne comprend pas la langue française, il comprend l'énergie des mots. Encore une fois, le but n'est pas de rajouter de la souffrance et du malheur à des choses qui sont déjà compliquées pour la famille. Mais si vous ne le faites pas, il va y avoir un écart entre l'inconscient de l'enfant qui sait tout et la conscience de l'enfant, qui, elle, ne sait pas tout. Alors lorsque vous allez verbaliser, vous allez prendre le temps d'expliquer à l'enfant, avec des peluches par exemple, ce qui a pu lui arriver. À ce moment-là, vous allez ramener à sa conscience tous les événements et vous allez diminuer le stress, pour l'enfant mais aussi pour vous. Et vous verrez, à ce moment-là, la magie va opérer. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez vécu, vous aussi, des chocs émotionnels ou si votre enfant rencontre des troubles du sommeil. Et j'espère qu'avec ces différentes clés et tous les éléments que nous avons pu aborder, vous avez un peu plus de matière pour essayer de comprendre les troubles du sommeil chez votre enfant. Voilà les amis, ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite sur les sentiers de la liberté. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie, à vous aussi, de vous mettre en marche sur vos sentiers de la liberté. Et quoi de mieux pour conclure notre voyage que de méditer cette magnifique citation de Jung ? On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant notre obscurité consciente.